Alors, on va aller faire un tour sur Internet pour aller chercher des silhouettes de poires et de bananes pour commencer. Non? Bon, alors voyons un peu ça. Je vais donc voir si je trouve ça. Eh ben c'est bien, il y a tout ce qu'il faut. Et je tombe même pas sur des sites scabreux, c'est bien parce qu'avec les bananes j'avais un peu peur. Donc dans mon cas je vais mettre public domaine entre guillemets. Alors, il n'y a pas de banane en silhouette visiblement, mais c'est pas grave, on va transformer ça dans Photoshop avant de le vectoriser dans Illustrator. Quoique, il n'y a même pas besoin, si on vectorise en un seul niveau uniquement du noir dans Illustrator, ça devrait transformer le jaune en noir. Oui, c'est un très bon exercice, ça, voilà, on va faire comme ça. Alors, remarquez que ici j'ai fait une recherche donc sur les bananes et accessoirement dans le domaine public, mais vous n'êtes pas obligé, vous, de le faire dans le domaine public, vous pouvez simplement taper banana tout simplement. Je ne vais pas demander d'afficher les images de grande taille parce que c'est pour vectoriser. Et je vous l'ai déjà dit hier, mais je vous le redis, quand on vectorise, c'est pour faire une illustration, il y a une stylisation qui a lieu, donc on n'a pas besoin d'avoir une image nécessairement avec énormément de détails au départ. Alors, il faudrait... oui, ça devrait aller. Ça devrait aller, on devrait sans problème arriver à faire ça. Ok. Donc vous prenez une banane qui n'est pas déjà avec un contour, hein, une banane comme ceci par exemple. Voilà. Non, vous n'êtes pas obligé de la prendre en noir et blanc, c'est justement un bon exercice de la transformer en noir et blanc. On va essayer par Illustrator, puis si ça ne marche pas par Illustrator, on passera par Photoshop. Donc d'une manière ou d'une autre. Si on la poire est déjà en silhouette, je peux la mettre directement sur Illustrator Oui, si la poire est déjà en silhouette, ça va. Bon, ok, donc je vais démarrer de celle-ci par exemple, voilà. Donc, ensuite, copier l'image. Je peux essayer de la transférer directement dans Illustrator, oui, pourquoi pas, si je ne compte pas la modifier par Photoshop. Donc, dans Illustrator, je crée un nouveau document. Et je colle. Et donc l'image arrive. Et quelle est la caractéristique alors de l'image? Si je ne l'ai pas importée, elle est... Elle n'est pas vectorisée, mais surtout elle est incorporée. Incorporée, on n'a pas les diagonales sur l'image. Donc ce n'est pas une image avec un lien vers un fichier sur le disque dur, puisque j'ai transféré directement du navigateur vers Illustrator. Et donc dans le menu fenêtre lien, on m'indique même ici en face qu'elle est bien incorporée au document. Voilà. Ensuite, je retourne dans Google et je vais chercher cette fois-ci des poires. Alors, si vous avez le fond qui devient noir quand vous importez, c'est une question de transparence. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une copie d'écran de ce que vous voyez, la banane en grand dans Google, et vous allez recadrer dans Photoshop avec l'outil de recadrage pour ne garder que la partie banane sur votre copie d'écran. Et c'est ça que vous allez amener dans Illustrator. Monsieur. Bon. Alors on va pas faire le difficile, c'est juste un petit exercice pour démarrer et pour nous échauffer un peu pour la suite.
Ok. Donc, je vais tenter la vectorisation ici dans Illustrator. Et si ça ne fonctionne pas, je devrais passer par Photoshop pour régler le problème du fond qui serait pris en compte alors qu'il ne devrait pas être pris en compte. Donc, voyons un peu. Est-ce que vous vous souvenez encore comment on fait pour vectoriser? Donc, objet, vectorisation dynamique, oui. Et puis, on va directement vers les options de vectorisation. Donc, on peut cocher la case aperçu. Et puis, est-ce que vous avez essayé avec le seuil? Ça, vous n'avez pas essayé ça? Donc ça, c'est un réglage qui va permettre de séparer en deux les différents niveaux de luminosité de l'image originale. Il va y avoir d'un côté ceux qui deviennent noirs, les pixels qui deviennent noirs, et de l'autre côté les pixels qui deviennent blancs. Donc c'est le seuil. Vous avez ça aussi dans Photoshop, ceci dit. Donc dans ce cas-ci, voilà, j'augmente le seuil. Ok. Alors, il est possible que ça me fasse des vecteurs, mais que je vais aller supprimer. Pas besoin, je pense, pas besoin de passer dans Photoshop pour ceci. J'ai quand même une belle silhouette de poire, là. On est obligé de la mettre entièrement noire. Donc, elle doit être en effet entièrement noire. Parce que nous allons simplement avoir la forme du fruit, et nous allons mettre un trait dessus, un trait artistique. Et il faut mettre ignorer le blanc. En effet, il faut mettre ignorer le blanc. Donc je coche ignorer le blanc. Si vous avez oublié, vous savez que vous pouvez retourner quand vous voulez dans les options de vectorisation pour aller cocher ceci. Et remodifier aussi le seuil si vous voulez. Donc je clique sur vectoriser. Alors je vais essayer avec la banane ici. Ça devrait être beaucoup plus simple parce qu'elle est déjà infographique cette banane. C'est pas une photographie ou un scan d'un dessin. C'est déjà infographique, donc c'est très pur. Le blanc, il n'a pas de détails dedans certainement. Donc, objet vectorisation dynamique, option de vectorisation. Voilà. Alors, je vais jouer sur le seuil ici, de manière à obtenir la banane en silhouette. Voilà. Donc ça, il faut y penser, le seuil. Vous avez également le seuil dans Photoshop. Donc, quand on veut transformer une image en deux niveaux, ça peut avoir un intérêt, par exemple, si on fait des illustrations pour des t-shirts. Parce que quand on imprime des t-shirts, c'est souvent fait en sérigraphie. Et la sérigraphie, ça demande de ne pas avoir de nuances. Bon. On peut apporter des... Donc pas de nuances, ça veut dire pas de demi-mesure, pas de... Soit l'encre elle est sur le t-shirt, soit elle n'y est pas. Bon, c'est vrai qu'on peut faire du tramage en sérigraphie. On peut tramer pour avoir des demi-mesures, mais c'est plutôt rare. Il faut dire aussi que les t-shirts, on peut les faire aussi par d'autres techniques plus modernes. On peut imprimer en jet d'encre, directement sur le t-shirt ou alors sur un transfert à chaud. Bon. Tout ça pour vous dire que quand je vous dis que quand on fait des t-shirts, ils font généralement seulement deux niveaux, soit l'encre est là, soit elle n'y est pas. Ça, c'est la règle générale, c'est l'habitude, mais il y a d'autres manières de faire. Bon, je clique sur vectoriser ici. Voilà. Alors, je vais enregistrer ce document. Donc, tout le monde a bien compris que, une fois que vous avez cliqué sur vectoriser, ce n'est pas foutu. Vous pouvez retourner dans les options de vectorisation, au cas où. Menu objet, vectorisation, option de vectorisation, et vous pouvez remodifier les choses, notamment cocher et ignorer le blanc. Est-ce que je l'ai fait pour celle-ci? Je vais aller voir. Je ne suis pas sûr. Non, je ne l'avais pas fait, donc je vais le faire maintenant. Ça va m'éviter que ça génère des vecteurs blancs. Ouais, si ça le fait, je les supprime, ce n'est pas un problème, mais il vaut mieux voilà, que ça fasse comme ça. Alors je vais afficher le damier de transparence, menu affichage, afficher le damier de transparence, et là je vois qu'en effet, ça ne va pas générer de blanc. C'est seulement le noir, donc c'est une vectorisation, une couleur.
Alors, par la suite, quand vous appliquerez ce qu'on va voir ici, vous ferez ça, des compositions avec plusieurs fruits, plus que 2, ou autre chose que des fruits. Ici, on va voir le côté technique, on va voir comment ça fonctionne. Alors, j'enregistre le document. Nous sommes donc le 28. Je vais enregistrer ça dans un dossier que je vais créer ici, spécialement. Voilà. Donc, je vais faire apparaître la palette des calques. Par sécurité, je vais dupliquer le calque ici pour y garder les versions vectorisées mais pas encore décomposées. Donc, les versions vectorisées mais pas encore décomposées. Donc, je prends la vignette du calque, je la mets sur bloc de feuilles, j'obtiens un calque 1 copie. N'oubliez pas de verrouiller et d'enlever l'œil en face du calque original. Alors ici, j'ai pas besoin du damier de transparence, je vais le masquer. C'était juste pour vérifier que c'était bien du blanc autour. C'était pas du blanc autour, c'était juste pour vérifier que c'était pas du blanc autour, que c'était bien la transparence. Donc menu affichage, masquer le damier de transparence, voilà, ça fera moins mal aux yeux. Alors, une des deux images est activée et je vais décomposer donc pour obtenir les vecteurs. Donc menu objet, vectorisation dynamique, décomposer. Et voilà, on voit les vecteurs qui apparaissent. Je vais faire la même chose pour la poire, l'autre fruit ici. Donc je clique sur l'image de l'autre fruit. Objet, vectorisation dynamique, décomposé. Voilà. Et alors ça m'a créé plein de petits vecteurs inutiles que je vais aller supprimer. Donc je vais prendre la flèche blanche, cliquer à côté de tout pour tout désactiver, puis venir englober. Touche suppression sur le clavier. Donc la touche suppression de caractère. Parce qu'en fait, le résultat de la vectorisation, il est dans un groupe. Donc si j'y vais avec la flèche noire, ça va tout sélectionner. Vous voyez? Si j'ouvre le calque ici, je vois que les résultats de la vectorisation, ils sont dans des groupes. Donc il faut que j'y aille avec la flèche blanche, en ayant cliqué à côté de l'objet pour tout désactiver d'abord. Voilà, donc c'est pas un petit problème. Si ça avait été un problème, ces excédents... je serais passé dans Photoshop pour faire un nettoyage auparavant. Donc je mets à jour le fichier sur le disque dur, fichier enregistré, voilà. Alors. Qu'est-ce que nous avons ici? Oui, ça ne va pas poser trop de problèmes, ça. C'est pas très grave. Bon, ceci dit, c'est l'occasion de vous montrer, si ceci me gêne, je peux supprimer les points. Donc, avec la plume, si je m'approche d'un point, la plume devient négative. Et ça supprime les points. Ça, vous savez. Et si vous voulez supprimer un point dans une forme, il ne faut surtout pas, avec la flèche, aller cliquer sur le point et enfoncer la touche suppression. Parce que là, il y a un risque qui est que le tracé soit ouvert maintenant. D'ailleurs, je vais afficher en mode tracé, affichage tracé. Vous voyez, j'ai un tracé ouvert à cause de ça. Donc, j'annule. Donc, si vous voulez supprimer un point, ne cliquez pas sur lui avec la flèche blanche et enfoncez la touche suppression, parce que vous aurez ouvert votre tracé et ce n'est pas très propre. On va avoir une ligne droite qui va réunir les deux extrémités. Donc, j'annule. Si vous voulez supprimer un point, c'est bien la
plume que je prends. Donc ici, flèche blanche, j'active quand même l'objet pour voir les points. Donc ça c'est le raccourci de la flèche blanche, la touche commande du Mac ou contrôle du PC. Puis, sans enfoncer aucune touche au clavier, je viens sur les points que je veux supprimer. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir, hein, éventuellement. Alors s'il y en a vraiment beaucoup à supprimer, c'est vrai qu'on pourrait procéder autrement et aller fermer le tracé manuellement après. Bon, je vais aller en arrière pour vous montrer que j'aurais pu faire comme ceci. Flèche blanche, englobée, supprimer, et puis plume, clic, et puis sans enfoncer la souris, je vais à l'autre bout, clic et bouger. Voilà. Donc si vous avez des excédents comme moi, vous les laissez, ce n'est pas un drame, je vous montrerai simplement comment régler ça. Ah tiens, je remarque ici, oui, j'avais pas vu ça tout à l'heure, mais j'ai encore une petite crasse qui traîne là. Voilà, je vais la supprimer. Ok, donc je mets à jour le fichier sur le disque dur et nous allons mettre sur ces poires ici et bananes, nous allons mettre des formes artistiques. Alors, dans un premier temps, je pense que ça ne va pas marcher, mais nous allons régler le problème après. Oui, parce que la forme artistique va bien faire la forme générale du fruit. Par contre, pour la queue, pour les queues ici, ça risque de ne pas être trop lisible. On va devoir sans doute scinder les objets. C'est l'occasion de voir comment on peut couper des objets pour en faire deux. Ok? Il y a différentes manières. Alors, j'active les deux objets. Je peux travailler sur les deux en même temps, c'est pas un problème. Je vais peut-être les ramener tous les deux sur la page ici. Voilà, ce sera plus propre, mais ça n'a pas une grande importance. Je les active tous les deux. Dans la palette des outils, je mets en avant-plan la case qui concerne le fond, et je vais dire qu'il n'y a pas de fond sur ces objets actuellement. Voilà. Alors, ce serait une bonne chose aussi de dire qu'il n'y a pas de contour et de tout faire par la palette aspect. Donc je vous avais dit au premier jour de la formation que ceci, c'est l'ancienne manière de faire dans Illustrator et que depuis lors, ils ont développé une nouvelle manière de gérer les fonds et les contours, c'est la palette aspect. Donc autant faire tout par la palette aspect, donc vous allez mettre aucun fond, aucun contour. Ensuite, je fais apparaître la palette aspect. Et via la palette aspect ici, oui, non, ça va. Il va le faire sur le groupe, oui. Vous savez quoi, on va faire les choses proprement. Le résultat de la vectorisation nous a créé un groupe. C'est ce que me montre ici la palette aspect. Groupe. Je vais aller ouvrir la palette des calques. Enfin, le calque sur lequel je travaille actuellement. Je vais l'ouvrir comme ça. Voilà. On a un groupe qui contient lui-même un groupe qui contient le tracé de la banane ici. On a un groupe qui contient lui-même un groupe qui contient le tracé de la poire. Donc c'est pas très propre tout ça. Hein. On est d'accord. Donc voilà, en ayant les deux fruits ici sélectionnés, il suffit d'aller dans le menu Objet, Dissocier, ou alors le raccourci clavier majuscule CTRL G, ou majuscule commande G sur le Mac. Objet dissocié. Donc déjà là, il y a une partie des groupes qui sont partis. Ensuite, à nouveau, puisqu'on avait des sous-groupes, objet dissocié. Voilà. Et donc là, plus de groupes, donc c'est propre. Ce sera plus facile pour manipuler les objets. Et alors, mais oui, dissocier, c'est dégroupé, quoi. Ils auraient dû appeler ça dégroupé, mais voilà. Et alors, on m'a dit que j'ai des tracés. La palette aspect m'a dit que maintenant que j'ai des tracés, c'est parfait. Je mets à jour le fichier sur le disque dur. On n'est jamais assez prudent. Ensuite, je vais donc... oui, on peut démarrer de là éventuellement. Vu qu'on n'est pas sur du texte, on peut démarrer de là. On peut aller via la palette aspect ici. Choisir de travailler sur le contour. Voilà. Je clique sur la vignette contour dans la palette aspect.
Donc dans un premier temps, ce sera peut-être la même chose que de le faire par la palette des outils, mais après, vous allez voir que on aura absolument besoin de la palette aspect parce que nous allons avoir deux fonds sur les objets. Donc, je vais commencer par mettre une couleur. Voilà. C'est vrai que la couleur devrait être différente pour les deux objets, mais ce n'est pas un drame ici. Je peux mettre la même couleur pour commencer. Vous allez bien laisser le contour sur un point, parce qu'en fait, nous allons mettre maintenant une forme artistique sur le tracé. Et c'est via la forme artistique qu'on va gérer l'épaisseur. Ce sera plus simple. Donc, quand on met une forme artistique, il vaut mieux laisser un point d'épaisseur de contour. Si vous commencez à jouer là et sur l'épaisseur de la forme artistique, ça commence à devenir le boxon. Quand on veut changer l'épaisseur, il faut aller à deux endroits, c'est pas facile. Ensuite, donc, une fois que vous avez mis un contour vert, alors je vais zoomer pour que vous voyez qu'il y a bien un contour vert sur les poires ici, hein, et les bananes. Ok. Vous êtes en tracé? Non, je ne suis pas en tracé, j'ai supprimé le fond. Il n'y a pas de fond. Il y a la diagonale rouge sur le fond. Et j'ai été mettre un contour. Alors, je fais apparaître la palette des formes et dans la palette des formes, j'ai déjà des formes artistiques, mais je vais aller chercher d'autres formes artistiques dans la bibliothèque à laquelle j'ai accès ici en bas à gauche de la palette des formes. Donc si vous ne voyez pas la palette des formes, c'est menu fenêtre forme. Donc voilà, artistique. Et vous allez pouvoir aller chercher, si vous voulez, plusieurs palettes. Voilà, donc je suis allé 3 fois dans les bibliothèques et j'ai une palette ici qui regroupe 3 onglets. Donc il y a 3 palettes en une. Bon, je pourrais les détacher, hein, vous connaissez le système, mais je peux aussi passer rapidement de l'une à l'autre. Parce que l'écran n'est pas extensible. Donc je n'ai pas intérêt à détacher chaque palette et à les mettre côte à côte sur l'écran. Enfin, quand je dis que l'écran n'est pas extensible, c'est faux. L'écran est extensible, puisqu'on peut en rajouter un deuxième, si on veut. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez courant chez les infographistes. On travaille sur 2 écrans en même temps. Parce que les palettes prennent tellement de place. C'est vrai qu'on peut enfoncer la touche tabulation pour les escamoter temporairement, mais travailler sur 2 écrans, c'est bien. Donc, je vais tester ça, j'applique. Alors, c'est un peu grand. Voilà, en voilà un qui n'est pas trop mal. Donc c'est dans la palette des arts artistiques encre. Alors sachez que des formes comme ceci, vous pouvez les faire vous-même. Vous pouvez avec un pinceau ou avec quoi que ce soit, un crayon, tracer un trait sur une feuille de papier, le scanner et puis le transformer dans Illustrator en une forme. Il faudra vectoriser ce que vous avez fait, le trait. Et puis, on pourra le créer. On va voir d'ailleurs si on trouve sur Internet des traits déjà faits à l'encre et les transformer en forme. Donc comme ça, vous verrez le processus. Parce qu'ici, on n'a pas le scanner et on n'a pas l'occasion de le faire. Ce serait bien, ça aurait été bien d'avoir le scanner. Vous voyez pas de scanner dans le local. Hein. À mon avis, ils n'ont pas de scanner ici. Peut-être dans l'autre local, ils en ont un. Mais on peut aussi prendre une partie de photographie. C'est pas un problème. Tout peut être transformé en forme artistique. Du moment que ça a quand même une forme un peu allongée, enfin même beaucoup allongée. D'accord ? Parce que si ça n'a pas une forme allongée, on en fera plutôt une forme diffuse qu'une forme artistique. Le principe de la forme artistique, c'est que ça suit le tracé. Donc on a intérêt à ce qu'elle soit allongée, la forme au départ. Ok. Alors, je vais enregistrer ça. Voilà. Alors ici, j'ai mis une couleur verte et mes vecteurs bleus ne sont pas trop visibles. Donc je vais changer la couleur des vecteurs du calque. Je vais simplement double-cliquer sur le calque et demander par exemple qu'il soit en rouge. Voilà, et on voit quand même un peu mieux les vecteurs sur mon trait vert.
la forme que vous avez appliquée aux objets, vous êtes allé la chercher dans une palette personnalisée. Par exemple, dans mon cas, artistique encre. Si je veux modifier cette forme, je ne peux pas le faire par la palette artistique encre. Les bibliothèques de formes ne sont pas modifiables. Donc, où est-ce que je dois aller si je veux modifier la forme que je viens d'appliquer? En fait, dès que je l'ai appliquée, elle a été transférée dans la palette des formes du document. Ça, c'est la palette des formes du document que vous reconnaissez. La seule différence, c'est qu'il y a une forme en plus, c'est celle-là, qui est utilisée maintenant par des objets dans le document. Donc, je vais aller faire varier l'épaisseur. Je double-clique sur la forme. La case aperçue est cochée. Si elle n'est pas cochable, ça veut dire que vous n'avez aucun objet sélectionné. Donc, ça ne sait pas vous montrer en temps réel ce que vous modifiez. Donc, il faut que les objets soient sélectionnés. Et vous jouez sur la largeur pour obtenir l'effet souhaité. Vous n'avez pas quoi? Ah, le curseur. Oui, vous n'avez pas le curseur. Donc, dans ce cas-là, vous mettez là-dedans et ça clignote et vous jouez avec les flèches au clavier. Et si vous voulez que ça aille plus vite, majuscule en même temps. Voyez? Majuscule en même temps. Vous avez fait double-cliquer sur... Alors, à un certain moment, si je passe de 180 à 190, il y a la banane qui foire. Donc voilà. Il y a des limites. Donc, pour répondre à la question, à quoi sert la flèche rouge qu'on voit ici? C'est le sens de traçage du trait. Dans le cas de certains traits, vous allez voir qu'ils sont plus fins à la fin, comme un pinceau qu'on soulève du papier et qui fait un trait moins épais quand on soulève du papier, tout en traçant. Donc ça, c'est le sens, et vous pouvez tester d'autres sens si vous voulez. En tout cas, il y en a un qui, à mon avis, ne va pas marcher super bien, quoique ceci, il va falloir... Non, ça ne se voit pas en temps réel, apparemment. Il va falloir... donc vous ne faites pas ça. Enfin, si, vous pourriez tester. Après tout, pourquoi pas. Je clique sur OK, appliquer au contour. Tiens, dans ce cas-ci, ça n'a pas changé, le sens. Pourquoi ça... Oui, ça a changé, oui, voilà. J'étais revenu au même sens que le premier. Alors, à mon avis, ceci, ça ne va pas bien marcher. Hein. Ça veut dire que c'est comme si c'était un pinceau très épais. On va voir ce que ça donne. Voilà. Pas génial, ça. Donc, celle-ci, même chose. Hein. Sauf que ça va être dans l'autre sens. Tu dis ? Ben non, c'est ça, elle est trop épaisse par rapport à la dimension du fruit ici. Hein. Voilà. Donc ça a de l'importance la flèche. Mais les formes que vous allez chercher dans la bibliothèque, tout ça est déjà réglé comme il faut. Voilà, donc c'est ce que je vous disais ici dans les bibliothèques, vous avez certaines formes qui terminent plus fines. Donc ça, c'est la fin du trait en fait. Hein. Voilà, ça c'est la fin du trait. Bon, alors, je vais vous demander de dupliquer le calque par sécurité, parce que nous allons faire quelques modifications sur les fruits, et si ça foirait, il faudrait pouvoir revenir en arrière. Donc, palette des calques, où est-elle? Elle se cache là derrière, voilà, palette des calques. Et on verrouille le deuxième, comme on a fait avec le premier. Donc, je duplique le calque. Je verrouille et j'enlève l'œil en face du précédent, et je continue à travailler là-dessus. Donc il faut vraiment utiliser ça. Par rapport au dessin traditionnel, vous avez la possibilité en infographie de garder, de figer le travail à un certain moment, dans un certain état. Mais profitez-en. Il ne faut pas travailler comme si on était avec un crayon et une feuille de papier, et qu'on ne puisse pas revenir en arrière beaucoup. Non, ici on est en infographie, on peut revenir, on peut garder toutes les étapes du travail, il faut vraiment en profiter. Et à notre époque, les disques durs ne coûtent quasiment plus rien, on peut le dire.
Moi, quand j'ai commencé l'infographie dans les années 90, un disque dur de 200 mégas, je dis pas gigas, 200 mégas, coûtait à peu près 1000 euros. À notre époque, on a des disques durs de 2000 gigas pour à peu près 100 euros. Donc 10 fois moins cher, et c'est 2000 gigas, donc ça fait combien? Ça fait combien de fois plus que 200 mégas? Ça fait pas 1000 fois plus, si je calcule. Oui, donc voilà, ça évolue. Donc tout ça pour dire qu'à notre époque, on n'a pas d'excuses, on a la possibilité de garder l'évolution de son travail. Des espaces de stockage, il y en a. Alors évidemment, quand je vous dis 100 euros pour un disque dur de 2000 gigas, c'est pas le petit mini transportable. Là, le fait qu'il soit petit et transportable, ça a un coût. Non, je vous parle du disque dur en interne, il va coûter 80 euros, mais en externe, 100 euros. Donc, mais il est gros et lourd. Ça, c'est vrai. Mais enfin, bon. Si on veut jouer la carte de l'économie, le fait qu'il soit un peu lourd, on passe au-dessus, je veux dire, hein, c'est pas très grave. Alors, j'aimerais bien que la queue ici soit éventuellement d'une épaisseur différente du reste. Et bien, pour faire ça, il va falloir... Il y a différentes solutions. C'est vrai qu'il y a dans C5, nous avons un outil pour transformer les épaisseurs ici, qui pourrait peut-être marcher, quoique non, parce que nous n'avons pas un trait. Il y a deux traits ici qui créent la queue, et pas un seul, donc ça ne marchera pas bien. Je ne suis pas un gros adepte de cet outil-là pour modifier les largeurs. Je trouve ça un peu chipot, mais ça peut être intéressant, il faut savoir qu'il existe. Mais de toute façon, vous, dans CS4, vous ne l'avez pas. Donc on va faire autrement. On va séparer en deux le fruit et la queue. Donc pour faire ça, deux solutions. Je vous en montre une première. Vous avez... Là, c'est pour réparer le saut de bug qu'il y a avec le pinceau, c'est ça? Le bug ici, avec le pinceau. Non, non, c'est pas pour réparer le bug avec le pinceau. Le bug avec le pinceau, je vais pouvoir éventuellement le réparer en mettant... Oui, non, ici ça marche pas, en modifiant la forme. Mais pour le bug dont tu parles avec le pinceau, je vais pouvoir... Le fait que ce soit fort anguleux, bon, c'est peut-être pas gênant, hein. C'est peut-être graphique, c'est peut-être pas gênant, mais si on veut réparer ça, il faudra aller chercher, je pense, l'outil de conversion de point directeur derrière la plume. D'accord? Et mettre une tangente sur le point ici. Je vais essayer. Dans le bon sens, la tangente. Ah oui, donc ici, ça ne marche pas parce que il va falloir que j'ajoute des points avant de faire ça. Donc je vais, avec la plume d'abord, ajouter un point ici éventuellement. Voilà, et un là. Voilà, parce que ça bouge trop la forme du fruit. Hein. Si je vais mettre une tangente sur le point là, ça a une répercussion sur toute la forme du fruit. Donc en ayant mis un point là et là, normalement, je vais pouvoir aller transformer celui-ci et lui donner un côté rond, et voilà. Ok? Donc c'est comme ça qu'on pourra résoudre le fameux bug dont tu parles, mais qui n'est peut-être pas nécessairement gênant. Hein. C'est pas fait exprès, non, mais ça peut être corrigé, mais peut-être que ça donne du caractère au dessin. Mais voilà, si je veux une courbe, c'est possible. Je remontre. C'est pas quelque chose que vous allez faire maintenant, parce qu'on s'éloigne du sujet, mais puisque vous posez la question, je montre. Donc là, je mets un point d'ancrage là, un point d'ancrage là. Je prends l'outil de conversion de point directeur ici. Je vais convertir ce point d'angle en lui mettant une tangente. Attention à ne pas faire un nœud comme ça, c'est pas bon. Hein. Il faut aller dans le bon sens. Voilà. Puis, je vais prendre la flèche blanche et le repositionner. Bouger ses poignets pour lui donner une belle courbe, etc. Donc voilà, et puis il faut les poignées ici aussi. Attention, ça bouge la forme du fruit, parce que c'est une tangente. Il y a la deuxième moitié de tangente qui bouge aussi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va arriver à éventuellement arrondir les choses. Non, ce que je voulais vous montrer, c'est
comment séparer la queue et le fruit ici. Et vous avez, en fait, ça vous allez faire, derrière la gomme, les ciseaux, c'est pour couper un tracé. Il y a plus radical que ça, si je veux couper 2 tracés d'un coup. Le cutter. Alors attention, le cutter, ici, sert à couper des formes, pas des tracés. Les ciseaux, c'est pour les tracés, quand je veux jouer sur un tracé, en effet. D'ailleurs, je vais vous montrer, comme ça vous allez voir la différence. Oui, on va faire un petit test sur un disque qu'on va créer à côté. Vous allez faire ça. Vous allez prendre l'outil de création d'ellipse ici, dessiner une ellipse avec un fond pour qu'on comprenne bien. Donc faites ça à côté juste pour comprendre la différence entre le cutter et les ciseaux. Donc ici vous allez faire un petit disque à côté avec un contour avec quand même une certaine épaisseur. Je lui ai donné 5 points d'épaisseur. Ok, ça marche? Donc les ciseaux. Je vais avec les ciseaux. Regardez, vous allez tester après. Donc ce n'est pas l'outil qu'on va utiliser, mais c'est toujours utile de savoir qu'il existe. Avec les ciseaux, je vais sur le tracé et je clique et ça a coupé le tracé à cet endroit-là. Aucune différence jusqu'à présent, mais quand je vais avec la flèche blanche cliquer à côté de tout, puis je reviens sur le tracé, je vais essayer de bouger ce point-là. Voilà, j'ai ouvert le tracé en fait. Ok? Donc si je vais avec la flèche blanche sur un autre point, ça ne coupe pas. Hein. Il n'est pas coupé à cet endroit-là. Je bouge simplement le point. Mais là, avec les ciseaux, si je clique même sur le point, je ne suis pas obligé de cliquer entre 2 points. Hein. Si je clique même sur le point ici, voilà, ben voilà, j'ai 2 formes là maintenant. Puisque j'avais déjà coupé un endroit, du coup, si je coupe à un autre endroit, ça me fait 2 formes. Ouvertes. Donc, problème, entre les 2 extrémités de la forme ouverte, c'est une ligne droite. Hein. Si je ne veux pas de ligne droite, il faut que je rejoigne. Bon, ben essayez de faire ça déjà, l'outil ciseau, pour voir comment ça marche. Et une fois que vous êtes arrivé là, je vous dirai comment rejoindre de 2 manières différentes. Alors, si je veux fermer les formes, je peux le faire de différentes manières. Manuellement, je peux, avec la flèche blanche, je viens cliquer sur la forme pour faire apparaître ces points. Ensuite, avec la plume, bien sûr, je clique sur une des extrémités. Vous voyez que la plume change d'aspect quand on fait ça, pour indiquer qu'on va reprendre la construction du tracé. Ça, voilà. Vous voyez, le petit X devient un plus quand on s'approche du tracé pour dire qu'on va ajouter un point, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vais sur le point, ça devient une diagonale pour dire qu'on va continuer le tracé. Je clique, et sans bouger la souris, je vais à l'autre extrémité, ou entre les deux, je peux aussi faire des points si je veux. Et voilà, et puis je vais reprendre ici. Donc j'ai une petite rondelle là qui m'indique que je vais fermer le tracé. Un petit donut. Voilà. Alors si je clique, ça risque de faire un angle. Si je clique simplement, donc j'annule. Je fais faire un clic et glisser. Comme ça j'ai une vraie tangente et je peux faire une forme fermée. Donc ça c'est fermé manuellement avec la plume. Bon, facile ça. On peut aussi demander de fermer automatiquement. Donc, l'autre partie ici, je vais sélectionner, puis menu objet, tracé. Alors, voyons un peu ce qui se passe si on demande joindre ici, est-ce que ça va marcher? Ouais, ça marche. Donc, j'ai même pas besoin de préciser que les extrémités, les sélectionner avec la flèche blanche. L'objet, je l'ai sélectionné avec la flèche noire. J'ai demandé objet, tracé, joindre, et il m'a fermé ma forme tout seul, quoi. Et puis ensuite, si ça ne me plaît pas, il faut que j'aille remodifier avec la plume, mettre un point, puis aller modifier avec l'outil de conversion pour lui mettre des tangentes. Ici aussi, si je veux, donc c'est peut-être un peu plus de boulot, mais
Voilà deux manières de fermer une forme qui est ouverte. Bon, là j'ai perdu des choses dans l'opération. Plus compliqué. Ok. Alors, ça marche? Comment vous avez fait pour Bon, alors, je vous montre l'autre manière de couper la forme. C'est donc le cutter. Alors, il y a beaucoup de stagiaires qui confondent le cutter avec ceci. Ceci, vous n'y touchez pas. C'est quelque chose pour les web designers. C'est quelque chose qui permet, parce qu'on peut faire dans Illustrator, comme dans Photoshop, on peut faire des designs d'interface de site web, donc le design du site web. On peut le faire avec des images à certains endroits, des boutons à d'autres endroits. Et au moment d'exporter ça pour l'utiliser dans un logiciel de création web comme Dreamweaver par exemple, au moment d'exporter ça, on va indiquer les différentes zones de l'interface. On va dire cette partie-là c'est des images, cette partie-là c'est des boutons. Et le fait de couper en tranches le design comme ça va permettre d'exporter différemment les différentes parties. Les boutons, on va pouvoir les exporter sous forme d'images GIF. Les images sous forme d'images JPEG, des fichiers JPEG. Enfin, c'est à ça que ça sert la tranche, c'est diviser pour pouvoir exporter différemment, avec différents taux de compression aussi. Et puis aussi, ça va créer des zones cliquables. Les boutons vont être tranchés, découpés, et on va pouvoir leur associer une action dans le site internet. On va pouvoir dire, quand on clique dessus, ça nous amène vers telle page. Donc on fait des liens. Donc tout ça pour vous dire que ça ne concerne que le web. Donc ne confondez pas le cutter avec cet outil tranche. Donc nous, c'est bien le cutter qu'on utilise ici. Alors, j'ai ma forme qui est activée. Je prends le cutter, je trace à travers et j'obtiens deux formes. Si je retrace à travers, j'obtiens 4 formes. J'annule ça. Voyons un peu ce qui se passe si je ne clique que celle-ci et que je passe à travers. Voilà, j'en obtiens 3. D'accord? Donc il n'a pas tranché celle qui n'était plus activée. Même chose ici. Si je veux retrancher uniquement celle-là, je clique avec la flèche noire à côté de tout, puis je clique sur celle-là, et je vais trancher uniquement celle-là. Ok? Si je veux en couper deux, alors voyons un peu ça. Je vais activer par exemple celle-ci, puis celle-ci avec la touche majuscule aussi. Donc deux qui ne se touchent pas même. D'accord? Ça va être plus simple si je demande de masquer le contour de sélection. Non pas masquer le contour de sélection, masquer le cadre de sélection. Ça vous faites pas, je vous montre simplement. Voilà. Là on voit clairement, me semble-t-il, que j'ai deux formes qui ne sont pas l'une à côté de l'autre et qui sont activées grâce à la touche majuscule. Voyons un peu ce qui se passe si je les coupe avec le cutter. Ça fonctionne. Donc voilà, c'est intéressant, ça permet de couper une ou plusieurs formes activées, qu'elles soient l'une à côté de l'autre ou pas. Et puis après, bien sûr, on peut aller changer le fond sur les différentes formes. Donc ça, vous aviez compris, pas de problème. Vous parliez de chouette logo que ça fait. Donc voilà. Donc on a vu deux manières de découper les formes. Les ciseaux, c'est quand on travaille sur le tracé. Le cutter, c'est quand on travaille sur l'objet, la forme. Alors il y a une troisième manière de faire que je vous montre ici. Donc, il s'agit en fait de couper la forme à l'aide d'un autre tracé fermé ou ouvert, qui est par-dessus. Donc vous avez une forme. Alors je vais par exemple prendre une autre forme ici.
Ok, je vais prendre ça. Voilà. Ok. Et je vais dire que cet objet étoile va découper le cercle qui se trouve derrière lui. Dans l'opération, une fois que ce sera fini, l'étoile va disparaître. Elle ne sert qu'à faire la découpe. Donc ça, il faut le savoir. Si ça vous intéresse de la garder, l'étoile, il faudra la dupliquer et la mettre ailleurs, en attendant. Donc, menu objet. Je pense qu'avec l'étoile seulement sélectionnée, ça devrait marcher. Objet tracé, et vous avez quelque chose ici qui s'appelle diviser les objets inférieurs. Donc les objets qui se trouvent en dessous. Et voilà. L'étoile, comme prévu, a disparu. Et nous avons deux objets. Intéressant ça, pour faire les puzzles. Diviser les objets intérieurs. Inférieurs. Donc je recommence. Je fais par exemple, je vais faire ici une étoile, voilà. Je vais faire ici un rectangle qui va traverser tout, voilà. Et je vais demander que le rectangle découpe l'étoile. Objet, tracé, diviser les objets inférieurs. Oui, c'est important qu'il n'y ait que le rectangle qui soit activé. Voilà, donc il faut que les objets qui vont être découpés ne soient pas sélectionnés. Objet, tracé, diviser les objets inférieurs. Et voilà. Alors, il faut évidemment faire attention à ceci, c'est que si j'ai plusieurs objets, ils vont tous être découpés, à moins de les verrouiller. Bien sûr, si vous les verrouillez, ils ne pourront pas être affectés par ceci. Bon, voilà. J'ai trois objets ici, d'accord? Si je prends quoi que ce soit, un rectangle, une ellipse, une étoile ou n'importe quoi, d'ailleurs je vais le faire ici avec des traits, mais je vais prendre l'outil trait ici, ça devrait marcher aussi. Oui. Non, mauvais exemple. Je vais le faire avec l'étoile ici. Donc je prends une étoile, il n'est même pas obligatoire qu'elle ait une couleur. Je la superpose ici, voilà. Je vais changer peut-être un peu sa dimension parce que ces pointes sont un peu trop près des bords des cercles. Voilà, ok. Et je veux que ça divise les objets inférieurs. S'ils ne sont pas verrouillés, ils vont être affectés par l'opération. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Et voilà. Donc j'ai plein d'objets auxquels je peux donner éventuellement des couleurs différentes maintenant. Donc très intéressant ça pour faire des logos aussi, oui. Donc l'étoile a disparu dans l'opération, mais elle est un peu suggérée là. C'est un peu du subliminal. Très intéressant ça. Donc vous avez vu trois manières de faire deux objets au départ d'un seul. Donc couper la queue de la poire pour en faire un objet seul, ben, ça va être facile maintenant.